Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la petite preview de ce Tour de France 2022, on va un petit peu revenir sur les favoris, présenter les différentes étapes clés, les coureurs qu'on surveillera bien sûr pour le classement général, vous en avez l'habitude de cette petite présentation des favoris. On a également préparé les petits sprinters qui feront partie de ce Tour de France et les chasseurs potentiels d'étape. Bien sûr, c'est l'objectif aussi, c'est que vous donniez un petit peu votre ressenti, vous, sur les coureurs qu'on va citer, donnez vos favoris pour les différents maillots, pour le classement général, qui c'est que vous voyez flopper, qui c'est que vous voyez performer sur ce Tour de France, les surprises, etc. etc. Je tourne donc la veille, le 28. On n'a pas encore toutes les start list, à part l'équipe IF. Voilà, donc il y aura juste une interrogation dans la vidéo, mais vous le verrez bien évidemment au moment. On va revenir bien sûr sur l'édition 2021, ça rappelle de la large victoire, notamment Pogacar, plus de 5 minutes sur Jonas Vingegaard et 7 sur Richard Carapaz. Donc un podium, le podium de l'année dernière c'était celui-là. Ben O'Connor 4ème l'année dernière, Wilco Kelderman, Henrik Mas, Lutsenko, Guillaume Martin, Peyo Bilbao et Rigoberto Urán complétaient le top 10 avec des écarts de temps assez impressionnants. On se rappellera également l'année dernière de l'abandon de Primoz Roglic. Au niveau du palmarès des 10 dernières éditions, on constate forcément le double victoire de Pogacar en 2020 et 2021, la victoire de Bernal en 2019, la domination britannique entre 2012 et 2018, même si Nibali avait pu aller la chercher en 2014, et bien sûr la victoire d'Evans en 2011 devant les deux frangins Schleck. On va commencer avec les étapes clés, j'en ai répertorié quelques-unes. Alors, on aura peut-être l'étape 2 entre Roskilde 2 et Nyborg, avec un final qui peut être... on peut avoir des bordures, après ça dépendra vraiment du vent, donc c'est pas sûr. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis forcément dans les étapes clés. Pour moi, la première grosse étape clé, même si la veille on aura l'étape entre Dunkerque et Calais, ça sera celle-ci entre Lille et Arambert, la 5e étape donc, de ce Tour de France. Bien évidemment, beaucoup de secteurs pavés, que les coureurs de Paris-Roubaix connaissent bien. Dans le nord, on verra si on aura du beau temps ou du mauvais temps. Avec du mauvais temps, pourquoi pas avoir une étape dantesque comme en 2014 où c'était également arrivé à Rambert-Porte du Hainaut, la victoire de Lars Boom et l'excellente étape notamment de Vincenzo Nibali, étape qui avait mis au sol et contre l'abandon Froome, étape qui avait fait perdre du temps à bon nombre de favoris et qui avait aider largement Vincenzo Nibali à aller chercher ce succès. Donc ça sera une étape à surveiller, la 5e. On surveillera également l'étape numéro 7 entre Tomblaine et la planche des belles filles. Vraiment, les étapes vont s'enchaîner parce qu'on aura l'étape numéro 4 entre Dunkerque et Calais qui sera difficile. Ensuite, la 5e, l'étape de Lille qu'on vient de présenter. L'étape numéro 6 entre Binche et Longwy. Étape difficile dans le final, Longwy. Ça sera pas le même final qu'en 2017. Donc ça peut, pourquoi pas, faire quelques petits dégâts. Et l'étape de la planche des belles filles, la super planche des belles filles. On voit ce profil, bien évidemment, 7 km à 8,7%, le dernier kilomètre qui est terrible. On s'en rappelle de la victoire de Diane Tuns en 2019 devant Giulio Ciccone qui avait pris le maillot de grimpeur. Première explication souvent au sommet de la planche des belles filles entre les leaders, on verra ce que ça donne. Le lendemain, je ne l'ai pas mis, on aura une arrivée à Lausanne, une arrivée très technique aussi dans le final à Lausanne. On aura la 9e étape entre Aigle et les Portes du Soleil. Grosse étape de montagne aussi. Étape de montagne, la 10e entre Morzine et Megève. Mais pour moi, la première étape des Alpes techniques, ça sera celle-ci avec l'arrivée au col du Granon. Parce que après la planche des belles filles, on aura quand même 3 étapes. Mais je pense que les coureurs vont vouloir être un petit peu tranquilles avant ces 2 grosses étapes des Alpes que je vais vous présenter. Cette arrivée au col du Granon, bien évidemment, on aura les lacets de Montvernier en tout début. C'est magnifique les lacets de Montvernier. Niveau paysage, c'est aussi assez sympa. 3 km 400 à 8,2%. On enchaînera ensuite avec un enchaînement assez mythique, le col du Télégraphe, 12 km à 7%. Enchaîné directement avec le col du Galibier et ses 2642 mètres d'altitude, où ça sera d'ailleurs le toit de ce Tour de France, avec 17 km 700 à 6,9%, la longue descente par le Lotaré, et ensuite le col du Granon, une ascension terrible, 11 km 300 à 9,2%. On peut avoir plusieurs configurations, on peut avoir une course de côte jusque dans le Granon, et dans le Granon, forcément les plus solides vont se démarquer et on va avoir, je pense, déjà des premières indications sur les favoris ou non de ce classement général.
mais on peut avoir également des coureurs qui attaquent de très très loin, pourquoi pas dès le col du Galibier. Il y a 33 km de descente entre le sommet du Galibier et le pied du col du Granon. Donc on verra qui tente sa chance sur cette 11e étape. La 12e, comment ne pas la citer parmi les étapes clés, on partira de Briançon et on montera d'entrée le col du Galibier, 23 km à 5,1%, même si c'est que 23 km qui sont répertoriés, du départ jusqu'au col du Galibier ça montera. Cette fois-ci ça sera l'inverse de la veille, on descendra par le Télégraphe, on aura Saint-Jean-de-Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne on prendra le col de la Croix de Fer et c'est 29 km à 5,2%. C'est pas énorme 5,2%, mais c'est une ascension très irrégulière avec quand même des très très gros pourcentages. Et on terminera en beauté avec l'Alpe d'Huez et ses mythiques classés 13 km 800 à 8,1%. Pour aller s'imposer à l'Alpe d'Huez, une victoire là aussi mythique. Ça sera le 14 juillet pour la 12e étape. Ensuite, une autre étape à surveiller pour moi, c'est l'étape entre Saint-Étienne et Mende. C'est typiquement le genre d'étape qui peut être sous la canicule avec une grosse échappée à l'avant, mais surtout une explication peut-être entre les favoris. On s'en rappelle du show en 2010 et de Contador et Schleck qui s'étaient battus dans cette ascension de la Croix-Neuve. Pourquoi pas les mêmes choses? Il y a des gros pourcentages. C'est court 3 km, mais une fois qu'on est au sommet, on a 1 km tout plat. Quasiment jusqu'au final avec légèrement de descente, mais après c'est plat, donc vraiment ça vaut le coup d'attaquer dans la Croix-Neuve pour reprendre des secondes précieuses et pourquoi pas te faire craquer des gars en mauvaise forme. Ensuite, le triptyque pyrénéen et cette 16e étape entre Carcassonne et Foix, une arrivée en Ariège avec le port de l'Hers et le mur de Péguerre, l'enchaînement classique et la descente vers Foix comme en 2017. Port de l'Hers c'est compliqué, 11 km à 7%. 9 km à 8% pour le mur de Péguerre et ces 3 derniers kilomètres qui sont vraiment terribles. Un baroudeur peut aller la chercher devant, mais pourquoi pas une explication également entre les principaux favoris de ce Tour de France. L'étape suivante, ça sera la 17e entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Une étape différente de ce qu'on voit d'habitude pour les arrivées à Peyragudes. Le col d'Aspin pour commencer la journée avec étape classique dans les Pyrénées, la Hourquette dans 6 ans, le col de Valouron, la descente vers Loudanvielle et ensuite on attaquera le col de Peyragudes par notre côté. On l'a jamais fait par ce côté et on n'aura pas la descente au sommet du col de Peyresourde, de la petite descente pour reprendre ensuite Peyragudes. Là ça sera une ascension sèche de 8 km à 7,8%. On se rappelle de la victoire magnifique de Romain Bardet en 2017. C'était sur cet altiport de Peyragudes. On espère pourquoi pas une victoire de Romain ce jour-là, mais ça sera une grosse étape bien sûr pour les favoris. Et la dernière étape de montagne, là aussi elle est magnifique, entre Lourdes et Hautacam. On aura donc 16,4 km pour l'ascension de l'Aubisque, la redescente vers le Soulor. Dès le pied de la descente, on enchaînera directement avec le col de Spandel, 10 km 300 à 8,3%. Et ensuite la descente vers Hautacam, 13 km 600 à 7,8%. On s'en rappelle de 2014, Hautacam, c'est toujours un régal. Les arrivées à Hautacam, donc vraiment hâte de voir ça, surtout que ça sera la dernière explication au sommet pour la 18e étape. Et la 20e à surveiller, veille de l'arrivée. Gros chrono, le retour des très très longs chronos de plus de 40 km sur le Tour de France, entre la Capelle Marival et Rocamadour. Final sinueux avec la côte de l'Hospitalet, 1 km 500 à 7,8%. Sinon, ça sera quand même relativement plat. Et il faudra bien sûr qu'un pur grimpeur fasse des différences, parce que là, on peut perdre énormément de temps sur un chrono comme ça pour un pur grimpeur. On va passer à la présentation des différents favoris de ce Tour de France. Comme d'habitude, je les ai classés avec 1, 2 ou 3 étoiles. Forcément, une étoile, pour moi, ceux qui sont le moins favoris, et 3 étoiles, c'est vraiment les très très gros favoris. Donc on va voir bien évidemment ce que ça donne au niveau des favoris que j'ai cités. Pour commencer, j'ai mis le Sud-Africain Louis Mentjes, 30 ans cette année. Il est chez l'équipe Intermarché Wanty. Meilleur résultat, il a déjà été 8ème 2 fois, c'était en 2016 et 2017. Malheureusement, c'est les années où il aurait pu avoir le maillot blanc, mais devant lui, il y avait les deux franges 2016 Adam, 2017 Simon. À chaque fois, il a fait un très très bon Tour de France. Et d'ailleurs, ses meilleurs résultats en grand tour. Aucune victoire sur le Tour de France. Au niveau de ses atouts, ce que j'ai noté, c'est qu'il a un très bon état de forme. Il a fait un excellent Dauphiné. Et honnêtement, il fait une belle saison, le petit Louis Mentjes.
Donc vraiment, ça sera un coureur à surveiller sur ce Tour de France. Après, au niveau de son autre atout, c'est qu'il est tenace. On s'en rappelle, en 2017 et 2016, il était souvent dernier dans l'école, mais il était tout le temps dernier. Ça veut dire que dès qu'il y en avait un qui sautait, il restait quand même dernier, et il était rarement en train de sauter. Après, c'est son problème de régularité sur 3 semaines, surtout parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu jouer un général de grand tour, Luis Meintjes. Un top 10, ça serait vraiment beau pour le Sud-Africain qui retrouverait une deuxième jeunesse. Ça serait cool de le voir performer comme l'ont fait Pozzo Vivo et Jan Hirt sur le Giro. Un autre favori, alors, est-ce qu'il jouera les étapes ou pas? C'est Yon Izagirre, c'est un petit peu la grande interrogation. Je pense que oui, parce que du côté de cette équipe Cofidis, on aura surtout Guillaume Martin, je pense, pour les étapes. 33 ans, Yon Izagirre, meilleur résultat sur le tour, c'est une 22e place en 2018. Lui qui a plutôt souvent été chasseur d'étapes et rarement leader, il n'a jamais eu ce rôle de leader. Une victoire d'étape sur le tour, on s'en rappelle, c'était à Morzine. 9e d'une Vuelta en 2018, c'est son meilleur résultat, son meilleur classement sur un grand tour. Et ensuite, au niveau de ses atouts, il fait quand même une excellente saison, très très bon tour du Pays Basque. Il a également une excellente expérience, lui, forcément. 33 ans, c'est un corps très expérimenté. Il passe bien le ballon, il passe bien, on va dire, les embûches. Après, c'est un corps assez irrégulier. On ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire sur 3 semaines avec ce rôle de leader. J'aimerais bien le voir dans le top 10, Yon Izagirre. Après, il faudra voir ce qu'il fait. Est-ce que peut-être qu'au début, il va vraiment jouer le général. Après, c'est typiquement le coureur qui peut rapidement se reconvertir et essayer d'aller chasser une étape s'il voit que le classement général est trop compliqué pour lui. Voilà pourquoi je l'ai laissé avec une étoile. Pareil, alors là par contre c'est l'interrogation, on ne sait pas s'il sera mardi soir, on ne sait toujours pas s'il y est. Moi je pense, voilà, voir Chavez, je voulais le voir. Pas trop de nouvelles de lui sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les divers réseaux sociaux. Donc on ne sait pas s'il est blessé ou pas. Il a quand même fait 2e du Mont Ventoux, un très très bon Dauphiné également. 32 ans, le coureur qui retrouve sa 2e jeunesse depuis l'année dernière. 13e l'année dernière en plus du Tour de France. On s'en rappelle de sa 2e place sur le Giro 2016. 2016 c'était sa saison, 2e du Giro, 3e de la Vuelta, vainqueur du Lombardia. Il avait été stratosphérique. Excellente saison cette année comme je l'ai noté, surtout là, avec un très très bon état de forme. Mais après, un manque de repères, surtout sur 3 semaines, parce que ça fait très très longtemps le Chavez qu'on l'a pas vu jouer en général. Un top 10, ça serait beau. Ça serait très très beau de le voir jouer un top 10. On verra si c'est possible. C'est un coureur en tout cas très très attachant. Et je pense que beaucoup de coureurs aiment, beaucoup de personnes, beaucoup de suiveurs en tout cas, ont plaisir à voir courir Esteban Chavez, qui peut aller chercher une victoire également en échappée. Parce que c'est un coureur qui va prétendre à la victoire sur les 3 grands tours. Déjà vainqueur sur la Vuelta, déjà vainqueur sur le Giro. Il lui manque plus à Chavez que cette victoire sur le Tour de France pour rentrer dans le cercle des coureurs à avoir gagné sur les 3 grands tours. Un autre favori qu'on aurait pu voir un peu plus haut les autres années, c'est Enric Mas, l'Espagnol de 27 ans, qui court chez Movistar, 5e en 2020. L'année dernière, c'était aussi un top 10, comme on l'a vu en début de vidéo. 2e de la Vuelta l'année dernière et en 2018. Donc voilà, c'est un coureur qui a l'habitude de jouer les classements généraux sur les grands tours. Un de ses atouts, c'est que c'est vraiment un coureur qui s'accroche. Il est capable vraiment de suivre. C'est un coureur qu'on va voir tirer la langue, mais qui va vraiment s'accrocher. Après, c'est qu'il est vraiment en manque de résultats cette saison. Beaucoup de chutes pour lui. Très très peu de belles performances. Après, Enric Mas, c'est typiquement le gars qui peut nous sortir un gros résultat sur un grand tour. Donc attention à lui quand même pour un top 10. Après, pour être plus haut dans le top 5, etc., je pense que ça va être compliqué quand on voit les mecs qui vont arriver derrière. Adam Yates. Alors là aussi, je l'ai mis avec une étoile. On verra après pourquoi, parce il n'est pas tout seul chez Ineos. Ils sont 3 à prétendre pour le général. On verra les autres après. Alors Adam Yates, 4e en 2016. 4e de la Vuelta également l'année dernière. C'est vrai que c'est un coureur qui peut faire un peu effet de surprise. Lui qui est très irrégulier, comme j'ai mis dans ses faiblesses. Mais un coureur qui peut faire effet de surprise, un peu comme en 2020 où il avait pris le maillot. Et mine de rien, on se dit il va peut-être pouvoir le jouer, mais au dernier moment, il peut un peu craquer. Donc voilà, irrégulier, c'est un coureur qui peut faire effet de surprise. Si les autres leaders d'Ineos ne viennent pas à performer, il pourrait avoir ce brassard-là, en tout cas le brassard de leader chez Ineos. Donc là aussi, un coureur à surveiller, le Britannique. Autre coureur, alors j'ai hésité à le mettre dans les favoris. C'est Nairo Quintana. Moi personnellement, j'ai pas envie de le voir parmi les favoris. J'ai pas envie qu'il joue le général. Après, il va peut-être vouloir le jouer, mais ça, j'aimerais bien le voir avec un maillot à poids, Nairo, tenter les étapes.
Il a fait un excellent début de saison par contre sur le Tour de Provence et sur les tours des Alpes-Maritimes. Après, Seneiro, on sait que ça fait quelques saisons qu'il est très très bon en début de saison, mais quand il arrive sur le tour, il a plusieurs jours sans et il perd énormément de temps et il peut craquer à n'importe quel moment. C'est ça qui est dommage, donc c'est pour ça que j'ai mis en faiblesse sa forme actuelle et son expérience sur le tour va être un atout, mais j'aimerais bien le voir chercher une belle étape de montagne, ça ferait plaisir à voir. Ensuite, Rigoberto Urán, on est obligé de le mettre quand on présente les favoris du tour. 5 ans, hein, Rigo. Deuxième en 2017, très très souvent dans le top 10. Il a été 3 fois deuxième sur les grands tours quand même. On le sait, 2 fois sur le Giro, 1 fois sur le Tour. C'est un coureur qui est toujours solide sur 3 semaines. Il faut toujours compter sur lui. Quand on l'attend pas, c'est là qu'il nous surprend le plus. Donc attention aux Colombiens. Même s'il fait une saison moyenne, comme j'ai remarqué, c'est un coureur qui peut toujours nous surprendre. Donc on va faire attention et on va surveiller. Urán, pour un top 10 sur un Tour de France, il est toujours là. Ça va pas être impressionnant, on va pas le voir attaquer, on va pas le voir faire des folies, mais il sera là et il sera à surveiller sur ce tour. Le dernier, 1 étoile. J'ai hésité à le mettre 2 étoiles parce que pour moi, c'est peut-être un coureur assez sous-coté. C'est Geraint Thomas, le Britannique, 36 ans. Le Britannique, le Gallois. Geraint Thomas, 36 ans. Lui qui est aussi chez Ineos. Premier vainqueur gallois en 2018. 3 victoires d'étape déjà sur le tour pour lui. Bien évidemment, c'est sa forme du moment. On l'a vu très très bon sur le Tour de Suisse. Donc vainqueur d'ailleurs de ce Tour de Suisse. Après, la concurrence n'était pas exceptionnelle. Mais il n'est pas leader de l'équipe. C'est Martinez, a priori, le leader de l'équipe. Après, comme on l'a vu, Martinez a joué pour Thomas sur le Tour de Suisse. Donc on verra ça. Il y a un gros chrono qui peut l'avantager. On verra ce que fait Thomas. C'est vrai que lui, c'est un corps qui passe pas trop mal les pavés aussi. Donc franchement, on surveillera Geraint Thomas sur ce Tour de France. Il peut être plus haut, donc attention à lui. Il peut faire vraiment une très très belle perf et nous surprendre, je pense, sur ce Tour de France. On va passer au coureur 2 étoiles et on commence avec le premier. C'est juste hein, que depuis la vidéo, il n'y a pas d'ordre de préférence pour les coureurs. Vous verrez peut-être sur les 4 étoiles, enfin, sur les 3 étoiles. On a Damiano Caruso, l'Italien de 34 ans, 10e en 2020 du Tour de France, 2e du Giro l'année dernière. Lui qui est encore vraiment très très expérimenté. Tout terrain, il passe vraiment bien la montagne, on le sait. Très très bon sur les étapes vallonnées. Mais également en chrono, il se débrouille, il peut tenir. Donc voilà, c'est ça qui est beau. La faiblesse, il y en a 2, mais on va dire qu'elle se tiennent un petit peu. C'est au niveau de l'âge. C'est pas que c'est encore très âgé, parce qu'on l'a vu, Thomas, je l'ai dit favori alors qu'il a 2 ans de plus. Mais son âge dans l'équipe, sachant que Jack Haig est plus jeune, on va le voir juste après, et peut-être serait plus le leader, mais pour moi, il n'y a pas de souci de leadership chez Bahreïn. On l'a vu cette saison sur le Dauphiné, les deux ont fait un excellent Dauphiné, et ils terminent l'un derrière l'autre, donc ce sera des coureurs à surveiller. Et Jack Haig d'ailleurs, il est juste là. 28 ans, donc voilà, 4 ans de moins pour 6 ans de moins pour Jack Haig, le coureur australien, 38e en 2019, mais ça va être vraiment la première fois qu'il joue en général sur le tour. L'année dernière, il fait quand même 3e de la Vuelta, Jack Haig derrière Roglic et Mas, devant des Bernal, devant des Adam Yates, donc c'est quand même un coureur très 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 intéressant à suivre, le coureur australien. Il est en forme en ce moment, on l'a vu sur le Dauphiné, l'équipe est très intéressante là aussi, avec Caruso, il y aura du Moritz, il y aura vraiment une très très belle équipe, mais pas leader unique comme Caruso. On ne sait pas trop qui sera le leader, ça sera peut-être sa faiblesse, Jack Haig, pas leader unique, on ne sait pas qui sera le leader. Et après, Jack Haig n'a pas encore l'expérience du Tour de France, il a l'expérience d'une 3e place sur la Vuelta, mais le Tour de France et la Vuelta, c'est pas du tout la même chose. Donc Haig qu'on pourrait voir bien placé, hein, candidat peut-être pour un top 5. Dans tous les cas, les gars avec 2 étoiles, c'est des candidats pour le top 5. Comme lui, David Gaudu, 25 ans, le français, 11e l'année dernière. On s'en rappelle de son jour 100 sur le Mont Ventoux avec cette maladie. Il avait tenté de belles choses, malheureusement sans succès d'étape. C'est ça qui est dommage. Ça serait cool d'aller le voir chercher un succès cette année. Il peut faire comme en 2020 sur la Vuelta où il termine 8e avec 2 très très belles étapes. Il a une belle équipe qui est vraiment autour de lui, je trouve. Passe-partout. David Gaudu, à part en contre-la-montre, mais c'est un coureur très très bon sur les étapes de vallon. On l'a vu sur le Dauphiné, mais on l'a vu également sur un Liège-Bastogne-Liège. Il a une équipe qui est belle et en plus qui pourra l'aider là aussi à passer partout, du Madouas, du Kung sur les pavés. Je pense qu'il sera vraiment bien entouré.
Mais son seul point faible, bah, c'est sa forme sur 3 semaines. Comme on l'a vu, il a très souvent un jour sans, pas que sur 3 semaines, c'est vraiment un coureur qui a souvent un jour sans, et souvent sur une grosse étape décisive. Et quand il a un jour sans, il perd vraiment beaucoup de temps. Donc c'est ça vraiment qui peut pêcher pour lui. On peut le voir dans le top 5 comme on peut le voir en dehors du top 10. Donc voilà, c'est vraiment un gros point d'interrogation sur David. Ben O'Connor, alors pour moi, lui, c'est vraiment un 2 étoiles et demie presque. Le coureur australien, 26 ans, le coureur d'AG2R. Là aussi, meilleur classement 4ème l'année dernière avec une énorme victoire à Tignes. C'est là qu'il avait joué le général. Forme du moment, impressionnant sur le Dauphiné. C'était vraiment le seul quasiment à pouvoir tenir les jumbo en terminant 3ème. C'est un coureur discret. C'est pas le genre de coureur qui va en faire des caisses, qui va vouloir attaquer à tout prix 20 fois dans une ascension. Et pour moi, c'est vraiment un coureur qui est très concentré, qui va bien calculer ce qu'il fait. Et je pense qu'il peut faire vraiment une énorme perte sur ce tour. En tout cas, c'est un de mes coups de cœur. C'est un coureur que je vois bien performer O'Connor. J'ai mis faiblesse équipe, oui, parce qu'il n'a pas une équipe qui va pouvoir contrôler la course, même s'il y aura du paré-peintre, etc., du Bob Jungels, ça va être compliqué pour AG2R de contrôler. Et en chrono, il peut montrer quelques petits points de faiblesse. Ben O'Connor, on fera quand même attention, mais après, c'est quand même un très beau favori à mon goût. Daniel Martinez, là aussi, un favori, mais on ne sait pas trop ce qu'il va nous faire. 26 ans pour lui, 28e en 2020 où il avait remporté une étape magnifique au Puy-Marie. Il n'avait pas trop joué le général en 2020, Martinez, lui qui avait remporté pourtant le Dauphiné. Une étape, comme j'ai dit, au Puy-Marie. 5e l'année dernière du Giro, c'est son meilleur résultat sur Grand Tour, sachant qu'il était équipier de luxe et lieutenant d'Egan Bernal. Ça casse un petit peu le garçon. Il fait une grosse saison, mine de rien. Je le trouve impressionnant cette saison, avec une énorme équipe là aussi, comme on l'a cité, avec du Thomas, du Yates, il y aura du Dylan Van Baarle, du Philippe Ogana, du Tom Pidcock, du Luke Rowe. Donc ça sera vraiment une équipe, encore une fois, Ineos très solide. Mais sur 3 semaines, quand il va avoir vraiment le vrai rôle de leader, est-ce qu'il va pouvoir être au top de sa forme? C'est ça la question. On l'a vu sur le Tour de Suisse un peu en difficulté. Donc on peut mettre des points d'interrogation sur Martinez. Mais comme je vous l'ai dit avant, il y a du Thomas, il y a du Adam Yates qui peuvent prendre sa place s'il vient à être un petit peu en difficulté, Daniel Martinez. On va passer au gros. Le premier, 3 étoiles, Vlasov, 26 ans pour le russe, qui sera forcément sous drapeau neutre, comme c'est depuis un petit moment cette saison pour les athlètes russes et biélorusses. Vlasov, qui n'a jamais participé au Tour de France, 4ème du Giro l'année dernière. C'est un coureur avec un excellent état de forme cette saison. Il fait un excellent Tour de Romandie. Sur le Tour de Suisse, avant son abandon, il est leader, mais il est vraiment ultra facile. Il brille sur tout type d'étape, il peut performer sur des chronos, honnêtement il s'est vraiment amélioré sur les chronos très solides, sur les étapes vallonnées, il a un excellent punch, on l'a vu sur la Flèche Wallonne, donc franchement c'est un coureur à surveiller. Seul bémol de la Bora, je trouve qu'il manque un petit Sergio Higuita qui est pas là et je le regrette un petit peu. Il est en forme, voilà, c'est encore tout terrain comme je l'ai dit. Manque d'expérience sur le Tour de France, il a jamais joué en général sur un Tour de France, ça peut peser, sauf qu'on s'appelle Tadej Pogacar, qu'on arrive première saison pour tout exploser. Il a une équipe peut-être un peu faiblarde, oui, parce que ça pourra pas contrôler, mais bon, il y a quand même du Sharpman, il y a quand même du Kamna, tout ça, donc ça peut le faire, mais face à des Jumbo, face à des Ineos, face à des UAE, ça risque peut-être d'être un ton en dessous. On va passer aux 3 favoris maintenant avec Vingegaard, second l'année dernière, donc forcément pour moi il mérite d'avoir ce statut-là. Du moment incroyable, pour moi sur le Dauphiné il était plus fort que Primoz Roglic, vraiment très solide. Comme on le dit, l'équipe elle est monstrueuse, encore une fois, cette équipe Jumbo qui va bien pouvoir contrôler. Le seul problème c'est qu'il n'est pas leader unique. Je vous avoue que je préférerais voir Vingegaard jouer le général que Roglic, enfin être leader. Parce que franchement, Vingegaard, il fait tout bien. Lui aussi, excellent Dauphiné. Pour moi, il était au-dessus, hein, comme j'ai dit, de Roglic. Donc vraiment, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Après, est-ce que Roglic sera encore là? Est-ce qu'on peut avoir une chute ou une mauvaise forme de Roglic? En tout cas, même si Roglic joue le général, Vingegaard, il sera pas loin parce qu'il est impressionnant. Il est impressionnant, le Danois. Donc c'est sûr qu'on le verra dans les leaders et dans les meilleures positions. On en parle, mais il est là. Primoz Roglic, 32 ans, toujours pas de victoire sur le Tour de France. Triple vainqueur de la Vuelta 3 ans de suite. Second en 2020, qu'il avait tout perdu sur le chrono de la planche. Il a une expérience forcément
importante sur le Tour. Et il a peut-être conjuré le mauvais sort cette année. Il a remporté le Paris-Nice et le Dauphiné en France, où il avait eu des mésaventures sur les saisons précédentes. Est-ce qu'il a rompu la malédiction? Est-ce qu'il pourra remporter le Tour? Ça serait beau pour lui parce que, mine de rien, c'est un coureur qu'on apprécie, Roglic. Hein. Vraiment, c'est un coureur qui est plutôt appréciable à voir. Donc voilà. Mais le seul souci, c'est qu'il a un jour sans. L'année dernière, c'était une chute. L'année d'avant, c'était ce souci sur le Dauphiné. Sur l'étape de la planche, sur le chrono. On l'a déjà vu avoir des soucis sur le Dauphiné. On l'a déjà vu avoir des soucis sur Paris-Nice. On l'a déjà vu, voilà. Donc c'est vraiment un coureur qui a souvent un jour sans et qui peut lui faire perdre beaucoup de temps. Donc c'est quand même une faiblesse importante. Et maintenant, on va passer à celui qui, à la limite, il faudra lui mettre 10 étoiles. Parce que vraiment, comme vous le voyez, je pense que c'est le premier truc que vous voyez, faiblesse trop fort. Est-ce que quelqu'un peut venir battre le double vainqueur Pogacar? 3 étapes par année sur les 2 dernières saisons, 6 étapes en tout sur le Tour. 23 ans, mais une expérience impressionnante déjà sur le Tour et également sur les grands tours. Il a déjà fait deuxième d'une Vuelta. Tous les grands tours qu'il fait, c'est pour jouer la gagne. Tout terrain, il peut remporter un sprint en petit comité, il peut remporter l'étape des pavés, il peut remporter les arrivées pour puncher à Longwy, à Lausanne, il peut remporter l'étape de Mende, il peut remporter les étapes de montagne, il peut remporter les chronos. Donc on ne sait vraiment pas qui peut battre Pogacar. Pour moi, c'est le favori numéro 1. J'ai envie de vous dire, on va dire, allez, si c'était avec le cœur et avec le ressenti, j'aimerais bien que Vlasov aille la chercher. Vlasov ou Vingegaard, parce que ça serait beau de voir ces deux corps tenter des choses. Mais honnêtement, si tout va bien pour Pogacar, ça va pas être très compliqué. Ici, c'est toujours compliqué de remporter un tour, mais pour moi, la voie est royale pour lui. Et je vois vraiment pas de faiblesse. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, honnêtement, j'en vois absolument pas. On va passer aux chasseurs d'étapes qui seront forcément peut-être les candidats pour ce maillot à pois. Alors j'en ai noté quelques-uns. Vous allez le voir. Romain Bardet, Michael Woods, Alexei Lutsenko, Matej Mohoric, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, Lennart Kamna et Ruben Guerreiro. Alors, Romain Bardet, pour moi, il va pas jouer le général. Il sort du Giro où il avait cet objectif de général qui n'a pas pu jouer. Donc avec son abandon, pour moi là, il va vouloir aller chercher une belle victoire sur le Tour et pas se prendre la tête avec le général. Michael Woods, c'est un coureur vraiment à surveiller. Il monte bien en puissance. Très très bon Tour d'Occitanie. Pourquoi pas un maillot à pois et une victoire d'étape, ça serait beau aussi pour Woods. Lutsenko, top 10 l'année dernière, mais cette année vraiment manque de résultats. Donc peut-être essayer d'aller chercher un succès. Lui aussi, c'est un coureur qui passe bien partout. Mohoric, 2 succès l'année dernière. Excellente saison là aussi. Lui aussi, on peut le voir à l'attaque. Peut-être moins pour le maillot à pois, mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera à l'avant. Matej Mohoric. Bauke Mollema, lui, il fait plaisir à voir parce qu'il joue les étapes depuis quelques saisons et c'est comme ça qu'on a envie de le voir, le Bauke Mollema en tant que baroudeur, pour aller chercher une belle étape, que ce soit de montagne ou une étape typée baroudeur. Thibaut Pinot qui revient en Cannes cette saison avec une victoire sur le Tour de Suisse, une victoire sur le Tour des Alpes. Ça serait magnifique qu'il aille chercher une victoire d'étape. Pourquoi pas un maillot à pois, là, ça serait exceptionnel. Lennart Kamna qui a été chercher une victoire, lui, c'était à l'Etna, une énorme victoire sur le Giro. Il a peut-être un peu diminué, mais bon, Lennart Kamna, il est capable vraiment de tout. Récent champion d'Allemagne du contre-la-montre. Et également, Kamna qui peut aller rechercher une deuxième victoire, c'était à Villard-de-Lans en 2020 avec une tour parfait. Et Ruben Guerreiro, mine de rien, il est là, déjà vainqueur lui sur les routes du Giro, vainqueur cette saison notamment il y a très très peu de temps sur le Mont Ventoux dénivelé challenge, devant son coéquipier Chavez, ça classe quand même le garçon. Donc voilà, c'est vraiment ces gars-là qu'on risque de voir. Il y en aura d'autres bien évidemment, des Warren Barguil, peut-être Jakob Fuglsang, ben voilà, plein de gars comme ça. Mais c'est vraiment ceux en tout cas pour moi que je pense qu'on peut voir briller au niveau des différentes étapes pour baroudeur et les étapes de montagne. Au niveau des sprinters, pour le maillot vert, surtout, j'en ai noté 8 là également. Wout van Aert, alors Wout van Aert ou Christophe Laporte. Après, c'est vrai que Van Aert, on a l'habitude de le voir faire les sprints. Ça serait beau, franchement, j'aimerais beaucoup qu'il joue ce maillot vert, Wout van Aert, surtout quand on voit le parcours très très difficile de ce Tour de France.
il y a vraiment des étapes où les sprinteurs vont être en souffrance parce que les grosses étapes s'enchaînent. C'est ça qui va faire mal pour les sprinteurs. Pour Fabio Jakobsen notamment, il peut remporter le sprint massif, mais ça va être compliqué pour lui. Pareil pour Caleb Ewan qui n'a pas fait un bon Giro, donc est-ce qu'il sera remis, est-ce qu'il sera en forme pour aller chercher une étape sur le Tour? C'est ce qu'on verra. Van Der Poel qui sort aussi du Giro. Comme Van Aert, j'ai envie de le voir jouer le maillot vert, mais Van Der Poel, il va sans doute se mettre en poisson pilote, essayer d'aller chercher une étape, peut-être celle des pavés, ou peut-être celle de Longwy, peut-être celle de Lausanne. En tout cas, je pense qu'il va essayer plutôt d'aller chercher des étapes que le maillot vert. Donc c'est plus dans le cœur que j'ai envie qu'il aille chercher ce maillot vert, Mathieu. Il y aura surtout son équipier Philipsen, très très bon l'année dernière. C'était pas lui le sprinter à la base, puisqu'il était allé offrir un succès à Merlier. Après, il avait souvent été deuxième ou troisième, notamment sur les champs où il avait terminé deuxième. Pourquoi pas une première victoire sur le Tour pour Jasper Philipsen. Côté français, on surveillera Brian Cocard. Il y aura également Hugo Hofstetter. J'ai mis Cocard qui peut faire de belles perfs. Ça serait beau qu'il aille chercher sa première étape sur le Tour, Brian Cocard. Dylan Groenewegen qui sera là. Attention, lui, dès qu'il y a un petit pont d'autoroute, ça va être complicado. On verra ce qu'il fait, le néerlandais. Et on aura également Mats Pedersen qui, lui, par contre, comme Van Aert et Van Der Poel, c'est vraiment un parcours qui peut l'avantager pour aller chercher un maillot vert. On n'oublie pas qu'il y a Peter Sagan, mais c'est plus grand Sagan, donc pour moi, ça va être compliqué quand même pour lui. S'il va le chercher, ça serait magnifique également. On en a terminé avec cette petite preview, cette grosse preview d'ailleurs du Tour de France. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos favoris pour le général, pour les différents maillots, qui vous voyez performer ou pas. Les favoris, comme je l'ai mis, pour les victoires d'étape, pour le maillot vert, pour le maillot à poids, éventuellement. Et voilà, on va se retrouver, nous, concernant TDF et PCM, vendredi pour le grand départ. Ça sera vendredi en première sur TDF, avec une étape par jour. Ça sera avec l'équipe Boura, où on pourra jouer bien évidemment Alexander Vlasov. Et ensuite, un peu plus tard dans la journée, on fera ça sur un rythme de 3 étapes par épisode, donc 7 épisodes en tout, avec l'équipe Cofidis de Isaac Guiré, de Guillaume Martin, de Brian Cocard, sur PCM. Voilà, il n'y aura pas de jaloux, il y aura du TDF, il y aura du PCM. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, les gars, qui fait plaisir. Moi, je vous dis bien évidemment à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.